Bien, si vous le voulez bien, le programme de l'après-midi est dense, donc on va essayer de ne pas commencer avec du retard et essayer de maintenir l'horaire tout au long de ce colloque. Donc, chers amis, je ne vais pas essayer de citer tout le monde. Je voudrais juste saluer une fois de plus notre députée navigatrice qui est de retour de la route du Rhum et qui mérite tous nos applaudissements. Je voudrais saluer aussi l'amiral de Guibert, qui est secrétaire général adjoint de la mer, qui représente ici le préfet de l'Allemand, qui est retenu par une autre réunion et qui ne pourra pas faire l'introduction, mais je suis sûr que l'amiral nous dira tout ce que le secrétaire général de la mer a à nous dire sur le sujet. Et donc, il y a 40 ans, jour pour jour, le 10 décembre 1982, était adoptée à Montego Bay par la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, la Convention connue maintenant sous le nom de CNUDM ou UNCLOS, suivant la langue dans laquelle on s'exprime. Alors l'Académie de marine ne pouvait pas ne pas saisir cette occasion pour se pencher sur le bilan de cette convention et ses 40 ans d'existence et sur les perspectives du droit de la mer à un moment d'intense activité diplomatique autour des océans. Alors l'Académie se le devait à elle-même également, car plusieurs de ses membres ou futurs membres ont marqué de leur empreinte ce texte. Je reprendrai l'évocation faite par notre éminent confrère Jean-Louis Fillon, président de la section droit et économie de l'Académie, dans l'ouvrage d'un siècle maritime que l'Académie vient de publier. Il me faut citer en tête le commissaire général Michel Parizeau, qui était chef du bureau de droit de la mer de la marine et qui fut pendant 9 ans le véritable pilier de la délégation française. Son successeur, le commissaire Arnaud Réglaboireau, participa aux 2 dernières années de négociations, dont l'historique ultime session à Montego Bay en présence du ministre de la Mer, Louis Lepinsec. Notre confrère, également Gilbert Guillaume, conseiller d'État et directeur des affaires juridiques, dirigea la délégation de 1978 à 1982, tandis que notre confrère, ici présent, l'amiral Guirec d'Ognol, suivait les travaux en participant directement à la négociation ou encore depuis le cabinet du Premier ministre. Enfin, plusieurs experts venant de la marine, comme les amiraux Michel Brem et Henri Labrousse, ou de l'université, comme le professeur Jean-Pierre Quenedec, futur président de l'Académie, futur à l'époque, maintenant c'est un ancien président, apportèrent leur vaste connaissance à la conférence. Mais nous ne voulions pas nous contenter d'une rétrospective et voulons regarder de l'avant. Cet après-midi, nous l'avons donc préparé en collaboration avec l'Institut français de la mer qui en publiera les actes dans la revue maritime et avec le soutien du Centre d'études supérieures de la marine, bonjour amiral, et de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Je souhaite donc remercier tous les intervenants qui éclaireront cette réflexion tout au long de l'après-midi et souhaite à tous un excellent travail. Je laisse la parole sans tarder à l'amiral de Guibert, représentant le préfet l'Allemand, et qui nous parlera au nom du secrétaire général de la mer. Messieurs les présidents de l'Académie de marine et de l'Institut français de la mer, mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les ambassadeurs, messieurs les préfets, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par vous dire qu'effectivement, le secrétaire général de la mer, Didier Lallemand, était bien désolé d'avoir dû se décommander un peu tardivement pour ouvrir ce colloque, mais il a dû se rendre disponible, comme vous le savez, pour la réinstallation cet après-midi même du Conseil national de la mer et du littoral avec le ministre qui viendra, lui, pour le coup, conclure cet après-midi.
Alors je suis pour ma part du coup très heureux et très honoré d'avoir cette occasion de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Effectivement, vous l'avez dit, nous en parlions depuis plusieurs mois et nous avions convenu que nous ne pouvions pas ne pas marquer cet événement anniversaire des 40 ans de la Convention de Montego Bay. Et ce colloque, que je vous remercie vraiment vivement à nouveau d'avoir organisé, est tourné vers l'avenir de l'océan et rend ainsi hommage à la Convention. Et c'est un très bel hommage. Depuis 40 ans maintenant, nous mesurons à quel point cette Convention est cardinale. Elle est cardinale, bien sûr, pour les États côtiers, en ce qu'elle leur a conféré des droits très importants, mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive, mais elle est également cardinale pour les États du pavillon, en ce qu'elle leur a consacré la liberté de navigation en haute mer. Or, il se trouve que la France appartient à ces deux catégories, et elle est ainsi naturellement très attachée à cette convention. Mais le monde a bien changé en 40 ans, et nous sommes tous conscients ici qu'il est aujourd'hui de plus en plus fragile. La guerre en Ukraine n'est pas la seule actualité préoccupante, pour nous le rappeler. Je crois que le réarmement de la Chine, les rodomontades turques ou encore la politique nucléaire iranienne sont autant de signaux d'un monde en tension extrême. Les équilibres mouvants, les échanges de plus en plus interconnectés et les conflits récents ou plus pérennes sont donc autant de défis qu'il nous faut relever collectivement. Les enjeux environnementaux sont évidemment aussi colossaux et placent les océans au cœur de la question du changement climatique, de la gestion des ressources, de la protection des écosystèmes, avec là aussi des défis nouveaux pour le droit international. Alors quels sont ces défis? Le premier d'entre eux, à mon sens, est le défi du droit, qui doit certes savoir s'adapter aux enjeux nouveaux, mais dont le respect seul garantit la liberté, la stabilité des nations et la structure des États. Vient ensuite le défi de la paix et de la sécurité, à l'heure où de nombreux acteurs, étatiques ou non, redoublent d'ingéniosité et se jouent des frontières. Le défi des ressources est également essentiel, ces ressources qui deviennent plus rares, plus précieuses, plus convoitées, mais dont on sait désormais à quel point l'exploitation peut aussi menacer les écosystèmes. Et justement, ce défi impératif de la préservation de l'environnement dont notre avenir dépend très directement, il me semble que les récents débats à l'occasion de la COP27 en ont fourni l'illustration et ils sont préoccupants. Ces défis sont autant de remises en cause, directes ou indirectes, du droit international de la mer et donc de la Convention de Montego Bay. En effet, on assiste de plus en plus à la contestation par certains acteurs de la souveraineté sur les espaces maritimes. Et cette remise en cause contribue à l'instabilité et aux tensions internationales. Citons par exemple la confusion entretenue sciemment entre mer territoriale et ZEE, la contestation de l'exploitation des ressources issues des ZEE, la pêche INN, pêche illégale, non réglementée ou non contrôlée, les forages ou exploitations illégaux, etc. Ou encore la contestation de l'exercice par les États côtiers de leurs prérogatives souveraines, comme avec l'exemple des milices qui accompagnent les flottilles de pêche chinoises. Alors la politique du fait accompli est malheureusement devenue un mode d'action souvent payant, et l'intimidation et le chantage sont de plus en plus utilisés comme mode transactionnel par certains États, avec un recours moins systématique à la communauté internationale. Le multilatéralisme est donc en perte de vitesse très nette, avec en parallèle une remilitarisation des mers qui est préoccupante. J'en veux pour preuve le retour en force des groupes aéronavals. Mais ces remises en cause, voire ces menaces, comme vous le savez, ne sont pas exclusivement étatiques. Et aujourd'hui, des réseaux de groupes criminels extrêmement puissants déstabilisent les océans et la souveraineté des États sur une partie de la mer. Ils sont à l'origine d'un facteur d'insécurité qui va poser à terme un vrai problème pour l'ensemble de nos activités. Je pense par exemple au trafic de stupéfiants qui emprunte de plus en plus la voie maritime et que nous avons de plus en plus de mal à arrêter, il faut bien le dire, même si il y a quelques jours, une très belle opération a été menée dans le golfe de Guinée avec la saisie de plus de 4 tonnes de cocaïne par un porte-hélicoptère amphibie de la Marine nationale. Mais les groupes criminels qu'ils mettent en œuvre sont extrêmement puissants, extrêmement riches, capables d'acheter de la complicité à tous les échelons et d'aller jusqu'à organiser dans les ports du nord de l'Europe
des réseaux criminels dignes de ceux que l'on trouve en Amérique latine. Je pense également au réseau de migration illégale par voie de mer. L'arrivée de l'Ocean Viking à Toulon ces derniers jours est encore très présente dans les esprits et aussi dans les médias. Elle nous a beaucoup occupés pendant plusieurs jours. Cette situation risque malheureusement de se renouveler. Mais dans la thématique de migration par voie maritime, c'est la situation en Manche-Mer du Nord qui est à mon sens encore plus préoccupante, avec des migrants qui désormais utilisent des bateaux de plus en plus grands, pouvant embarquer jusqu'à 70 personnes. Et avec, par conséquent, un risque non négligeable de naufrage simultané qui pourrait compliquer singulièrement l'action des opérations et les opérations de secours. Alors cela a bien été pris en compte au plus haut sommet de l'État, puisque la Première ministre a décidé très récemment le renforcement du dispositif de sauvetage en mer pour les migrants en Manche-Mer du Nord, mais il ne s'agit en aucun cas de lutter contre l'immigration clandestine. Cela relève en effet davantage des forces de sécurité intérieure, mais bien de sauver des vies en application du droit international. Bien sûr, ce renforcement ne nous dispensera pas de continuer à être particulièrement vigilants, les traversées restant extrêmement périlleuses, surtout en cette saison, avec une température de l'eau qui diminue, avec les chances de survie des naufragés. Un autre sujet de préoccupation est celui, je l'ai un petit peu évoqué, de la lutte contre la pêche INN, illicite non déclarée, non réglementée, qui devient un véritable fléau. On considère aujourd'hui qu'elle représente près de 20% de la pêche totale dans le monde. Elle a en outre des effets dévastateurs sur les écosystèmes par l'usage de pratiques de pêche destructrices pour l'environnement. Elle est donc une menace pour la subsistance des pêcheurs, bien sûr, et donc aussi pour le développement de nombreux pays. C'est un véritable facteur de déstabilisation. Cette thématique figurait d'ailleurs en bonne place à l'agenda maritime de la France pendant la PFUE, puisque, en effet, la France a pris des initiatives en la matière lors du One Ocean Summit qu'elle a organisé à Brest en février 2022. Et à cette occasion, le SGMR s'est vu confier un mandat de coordination de l'action de l'ensemble des administrations qui seraient concernées par une feuille de route dédiée qui se déclinerait à l'échelle nationale, européenne et internationale, avec des actions très concrètes et des échéances à respecter. C'est cela. Et si ce panorama est un peu sombre, je vous le concède, je voudrais quand même, pendant cette petite allocution, évoquer des raisons d'espérer s'agissant de l'avenir des océans, puisque heureusement, il y en a. Alors la première de ces raisons, c'est la prise de conscience internationale. Multiplication des rendez-vous internationaux, prise de conscience sur le statut de la haute mer, sur le rôle des océans dans la régulation climatique et sur la fragilité des écosystèmes marins. C'est important car s'il n'y a qu'un océan, il y a plusieurs pays riverains. Les choses commencent à bouger. Et seule une démarche coordonnée au niveau international est possible. Les négociations dans le cadre de BBNJ, qui devraient reprendre au mois de février, seront à cet égard déterminantes. Cette prise de conscience doit s'accompagner notamment d'une réflexion sur la façon d'adapter les outils du droit international pour qu'ils puissent à la fois prendre en compte ces enjeux, en fixant des règles plus contraignantes, là où prévalait le principe de la liberté des mers, mais également tenir compte des aspirations au développement des États les moins avancés. Dans cette réflexion, le conservatisme ne saurait être de mise. Il faut adapter le cadre pour qu'il ne se brise pas. La deuxième raison d'espérer, que j'ai envie d'évoquer devant vous, c'est celle qui réside dans la recherche. Je crois que tout le monde a compris que nous engageons beaucoup d'activités, que nous avons une grande ambition pour l'océan, alors que c'est un milieu que nous connaissons encore très mal. Il y a aujourd'hui un bel alignement de planètes sur la nécessité de financer le long terme, dans un cadre international et si possible en coopération. Cette recherche est déjà bien identifiée au niveau international, puisque nous sommes entrés l'année dernière dans la décennie des sciences océanographiques portée par les Nations Unies et en particulier par l'UNESCO. La France y prend toute sa part. Et deuxièmement, nous avons également un programme européen qui est dédié aux océans et qui permet de mettre à la disposition des États membres des crédits de recherche du programme Horizon, identifiés dans une mission qui est dédiée à la restauration des milieux océaniques. Et enfin, dans le domaine de la recherche toujours, la France a ses propres programmes, comme France 2030, avec un projet sur la connaissance des grands fonds et un programme prioritaire de recherche sur les océans. Notre pays a donc toute sa place.
il doit continuer à déployer ses navires, ses drones, ses satellites, notamment dans ces espaces maritimes, pour continuer à disposer d'une recherche et d'une connaissance sectorielle, multidisciplinaire, qui fait notre savoir-faire au plan international. Enfin, rien ne sera possible si nous n'arrivons pas à convaincre du bien-fondé de ces démarches l'ensemble de l'opinion publique. Les territoires littoraux sont aujourd'hui assez mobilisés sur les questions maritimes, mais surtout sur des sujets d'interface terre-mer. Et pourtant, notre opinion publique n'a pas encore totalement conscience des enjeux de l'océan. La pollution dans les mers vient de la terre, la déforestation a un effet direct sur l'état des océans, et les plastiques, évidemment, ne naissent pas en mer. Il est donc essentiel de savoir comment mieux parler de la mer à nos concitoyens, comment développer la conscience maritime dans notre société. Et si nous répondons à ce défi-là, je pense que tous les autres seront plus faciles à gagner. Voilà, les tables rondes qui vont maintenant se tenir vont permettre de prolonger ces quelques réflexions et, je l'espère, d'esquisser des pistes pour l'avenir. Je ne peux que me réjouir que ces sujets soient abordés au cours de ces échanges, avec notamment les aspects territoriaux, le patrimoine commun de l'humanité ou encore la question du pavillon, tout comme les aspects de la prévention de la pollution, la protection de la biodiversité ou de l'économie bleue, qui sont des thématiques également au cœur de l'activité du secrétariat général de la mer. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon colloque et je vous remercie pour votre attention. Bien, vous aurez remarqué que c'est un colloque bon enfant. On doit tout faire soi-même, se présenter, ce que je vais faire très rapidement, et s'installer. J'espère qu'on aura la liaison avec l'île lointaine de la Jamaïque tout à l'heure et avec notre ambassadeur. Donc, chers amis, chers amoureux de l'océan, 40 ans, c'est déjà un beau parcours pour un traité international. Un traité qui est particulièrement sophistiqué et qui porte en plus sur une zone géographique très, très évolutive, celle de l'océan. Pendant la négociation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay pour être plus familier, on a cherché avant tout à actualiser des conventions qui existaient, qui étaient en vigueur. C'était les conventions de Genève de 1958, qui portaient sur la haute mer et sur le plateau continental, qui sont intéressantes à relire parce qu'on voit en quelques années simplement l'évolution des progrès techniques et les conséquences de ces évolutions et de la connaissance et l'évolution de tout cela sur le texte juridique. Je vous donne juste un exemple. Le plateau continental, dans les conventions de 58, c'était défini très, très simplement. C'est jusque-là où les États peuvent exploiter. Vous voyez un petit peu ce qu'il resterait comme zone aujourd'hui si on avait gardé une telle définition. Donc on est parvenu à cette négociation de la Convention de Montego Bay en modifiant les règles de l'emprise des États sur l'océan. Et on a même créé toute une série de droits pour les États enclavés. On a trouvé également, par Montego Bay, un équilibre entre les intérêts des États navigants et les intérêts des États côtiers, qui étaient très distincts à l'époque. On a structuré la notion de patrimoine commun de l'humanité en l'appliquant avec moult détails à la zone, avec un grand Z, et à ses ressources. Et on a même créé une organisation internationale pour appliquer cette notion. On a développé toute une série de normes sur la protection de l'environnement marin et on a mis en place un régime de la recherche scientifique marine qui est tout aussi important et qui est encore indispensable aujourd'hui. On verra tout à l'heure s'il est aujourd'hui suffisant. Mais 40 ans après, comme ça a été dit précédemment, 40 ans après la signature de Montego Bay, 28 ans après son entrée en vigueur, les choses ont bien évolué. Je donne quelques exemples. La mentalité d'État côtier est plus prégnante aujourd'hui chez les États. Et la France en est un bon exemple. Nous étions, au moment de la négociation, plutôt un État qui avait des intérêts d'État navigant,
donc qui cherchait à défendre avant tout la liberté de la navigation. Et aujourd'hui, on est aussi un État qui vise à protéger l'environnement marin, et en particulier l'environnement marin devant nos côtes, mais pas que. On a structuré toute une série de notions du fait que l'activité de l'homme sur et sous l'océan s'est développée, nécessitant donc de nouvelles règles. Les risques de conflits en mer, on nous l'a dit, vont croissant, et certaines règles de la Convention sont mises à mal par des États, on pense à la Chine, mais pas que, qui visent à une appropriation plus vaste des espaces maritimes et de leurs ressources. Et puis, on nous l'a dit également, l'océan est devenu une zone où les trafics illégaux se sont multipliés au mépris des règles internationales et des règles nationales. D'où la volonté des organisateurs de ce colloque d'essayer de voir 40 ans après cette négociation de Montego Bay et son aboutissement, ce que l'on pouvait en penser et ce que l'on pouvait imaginer pour l'avenir. Et pour cela, je ne fais pas offense aux professeurs de droit ou aux diplomates, mais pour cela, on a voulu s'adresser à des gens qui pratiquent Montego Bay au quotidien dans leur travail et qu'ils puissent nous dire comment ils ressentent l'évolution de cette convention et comment ils imaginent son avenir. Donc, pour entrer rapidement dans le vif du sujet, ce n'est pas moi qui suis intéressant ici, ce sont les panélistes que vous avez sur ma gauche. Un mot pour vous dire que la première table ronde a vocation à s'interroger sur les aspects régaliens du texte de Montego Bay, se poser la question de savoir ce qui pourrait changer dans l'avenir quant à leur mise en œuvre. Alors que mes collègues et amis soient tranquilles, ils peuvent intervenir soit de ces sièges particulièrement élégants et originaux, et j'espère confortables, soit venir au pupitre, c'est comme vous le souhaitez. Alors, la première intervention sera celle de Sandrine Barbier, qui est directrice adjointe de la direction juridique du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe et des Affaires étrangères. J'ai la mémoire courte. Plus précisément, Sandrine, après avoir travaillé plusieurs années au sein de cette direction juridique sur des procédures relatives au traité, qui étaient, je m'en souviens, très complexes comme sujet, comme secteur, elle a pris en charge comme directrice adjointe un certain nombre de questions sur le droit de la mer et sur la Convention de Montego Bay. Elle est par exemple la négociatrice française pour les délimitations maritimes, avec son équipe bien entendu. Et elle dirige la délégation française à la négociation du traité BBNJ, fonction que j'ai eu l'honneur et le plaisir de partager avec elle pendant plusieurs années. Pour moi, ça reste un excellent souvenir. Sandrine va nous parler de l'interprétation territoriale de la Convention et de ce que l'on peut en attendre pour les prochaines années. Sandrine, à toi la balle. Mesdames et messieurs, c'est un très grand honneur et plaisir d'être ici devant vous aujourd'hui et de pouvoir évoquer avec vous ce 40e anniversaire de la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et je tiens à cet égard à remercier chaleureusement l'ambassadeur Segura de m'avoir invité à faire cette communication sur l'interprétation territoriale de la Convention. Il y a 40 ans, était signée donc par 117 États, le 10 décembre 1982 à Montego Bay en Jamaïque, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, une véritable somme textuelle composée de 320 articles et 9 annexes. Alors pourquoi évoquer la notion de territoire alors que cette convention a pour objet de régir les activités en mer? Cela peut paraître contradictoire à première vue de consacrer une présentation à l'interprétation territoriale de la convention à l'occasion de son 40e anniversaire. Le choix de ce sujet révèle au contraire la tension que cette convention a prise en compte et organisée entre les droits de l'État côtier qui découlent de son territoire et les droits des autres États s'agissant des activités menées sur et dans la mer. L'apport extraordinaire de la Convention, qui est communément qualifiée de Constitution des océans, selon l'expression utilisée pour la première fois par Tomiko, le président de la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, est justement d'avoir réussi à trouver, ça a été cité par Serge Segura, un point d'équilibre entre les droits et les obligations des États en prenant en compte la diversité des situations géographiques, États côtiers, États enclavés ou sans littoral, États archipélagiques,
La diversité des activités conduites en mer, navigation avec les droits de l'État du pavillon, la recherche scientifique marine, l'exploration et l'exploitation des ressources, la pose des câbles sous-marins, mais aussi une prise en compte de la diversité de développement entre les États. Cet équilibre trouvé par la Convention est bien entendu à la fois le produit d'une histoire et d'un rapport de force. La Convention de Montego Bay est née des travaux de la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer qui ont commencé en décembre 1973. Qui dit 3e implique que 2 autres conférences étaient tenues auparavant. La première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer s'est tenue en 1958 sur la base des travaux de la Commission du droit international commencés en 1949. Cette première conférence a abouti à l'adoption de 4 conventions consacrées respectivement à la mer territoriale, la haute mer, la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer et le plateau continental. Une deuxième conférence est ensuite tenue pour tenter de régler les problèmes non résolus, et en particulier la largeur de la mer territoriale et des zones de pêche. L'achoppement sur la question de la largeur de la mer territoriale et des zones de pêche illustre que l'une des questions majeures innervant les discussions portait sur les droits et pouvoirs des États côtiers sur les espaces maritimes adjacents à leur territoire et jusqu'où. Où commence et où termine la haute mer et les libertés qui s'y appliquent. À partir des années 1960, portée en particulier par les États du tiers-monde qui craignaient de ne pouvoir profiter de l'exploitation des ressources des océans, un double mouvement s'est opéré en faveur d'une part d'un élargissement des zones maritimes sur lesquelles l'État côtier avait des droits et d'autre part par la mise en place d'un régime spécifique pour la zone au-delà de la juridiction nationale. Et comme il a été dit, c'est surtout donc un mouvement porté au départ par les États du tiers-monde, les États dits riches étant beaucoup plus réservés. La Convention de Montego Bay a cristallisé cet équilibre en consacrant les droits que l'État côtier détient sur les espaces maritimes adjacents à ses côtes, tout en mettant en place, et c'est là un aspect très essentiel, en mettant en place un dégradé de compétences à mesure que l'on s'éloigne de la côte. L'un des apports essentiels de la Convention réside en effet dans cette classification claire et ordonnée des espaces maritimes en plusieurs zones, avec une définition des compétences, droits et obligations des États selon le type d'espace. Souveraineté pleine et entière dans les eaux intérieures, souveraineté dans la mer territoriale dont la largeur maximale est fixée à 12 000 marins, mais avec une souveraineté limitée par le droit de passage inoffensif bénéficiant à tout navire étranger, y compris navire de guerre. Droit souverain seulement sur l'exploration et l'exploitation des ressources dans la zone économique exclusive, concept nouveau, comme cela a été dit, introduit par la Convention donc pour la colonne d'eau, dont la limite extérieure est fixée à 200 000 marins. Dans cette zone, les autres États bénéficient de certaines libertés, comme en haute mer, et en particulier la liberté de navigation. Droit souverain également sur le plateau continental et ses ressources, l'innovation de la Convention étant de permettre une extension du plateau continental au-delà des 200 000 jusqu'à 350 000 marins sous la supervision de la Commission des limites du plateau continental chargée d'étudier les dossiers de demande d'extension et de fournir des recommandations aux États. Autre innovation, la reconnaissance d'un régime spécifique pour les eaux archipélagiques, qui ne sont ni des eaux intérieures ni de la mer territoriale, avec une souveraineté réglementée, avec un droit de passage archipélagique pour tous les navires. Au-delà de la juridiction nationale, enfin, la consécration des libertés de la haute mer d'une part, et d'autre part la définition de la zone avec un grand Z, constituée donc des fonds marins et de leur sous-sol au-delà des juridictions nationales, zones et ressources érigées en patrimoine commun de l'humanité, mais je laisserai Élie en parler ensuite. Cette extension des compétences de l'État côtier vers le large rend naturellement la question de la délimitation de ces zones particulièrement sensible. On note à cet égard qu'un nombre très important de contentieux portés devant la Cour internationale de justice porte sur les délimitations de ZE et plateau continental. La commission des limites du plateau continental avait pour sa part été saisie au 1er mai 2022 de 92 dossiers de demande d'extension pour 74 États. Comme vous le savez, la France est particulièrement concernée avec sa deuxième zone économique exclusive au monde et un total de 10,2 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, donc 97% en outre-mer. La France est en outre l'État ayant déposé le plus de dossiers auprès de la Commission des limites du plateau continental pour un total de plus de 1 million de kilomètres carrés, 700 000 kilomètres carrés ayant déjà fait l'objet d'une recommandation de la Commission. La France a par ailleurs conclu des accords de délimitation maritime avec 24 États et échange régulièrement avec ceux de ses voisins avec lesquels des délimitations sont encore à effectuer.
C'est par exemple le cas actuellement des Samoa ou encore du Vanuatu, avec lesquels des discussions sont en cours. On peut noter que pour tenir compte des éventuelles difficultés à délimiter la ZEE ou les plateaux continentaux, la Convention de Montego Bay offre un cadre de dialogue. Ces articles sont souvent méconnus, mais les articles 74 et 83 offrent la possibilité aux États côtiers voisins, en cas de différence sur la délimitation de leurs espaces maritimes, de conclure des arrangements provisoires pour gérer au mieux les espaces concernés dans, je cite, un esprit de compréhension et de coopération. La Convention n'utilise pas l'expression, mais une pratique de zone commune conjointe de développement ou de pêche s'est ainsi développée dans le cas de zones contestées. Compte tenu de l'importance des droits et obligations attachés à ces différents espaces maritimes, la question de l'élévation du niveau des eaux constitue un enjeu majeur, et cela a déjà été cité. Ce phénomène, à conséquence du réchauffement climatique, peut avoir en droit de la mer une incidence sur les espaces maritimes des États côtiers concernés, avec des enjeux en termes de sécurité et de prévisibilité juridique, mais également en termes de stabilité dans les régions touchées fortement par ce phénomène. Le sujet est de plus en plus mis en exergue par la situation des petits États insulaires, notamment dans le Pacifique, mais aussi par l'érosion côtière qui concerne un grand nombre d'États. Les principaux États concernés au sein d'enceintes régionales comme le Forum des îles du Pacifique ou l'Alliance des petits États insulaires, mais aussi dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, soutiennent que la Convention doit être interprétée de manière à ce que leurs espaces maritimes et les droits qui y sont liés ne soient pas remis en cause par la montée des eaux. Face à cette actualité, des travaux sont en cours au sein de la Commission du droit international des Nations unies, chargée de codifier et de développer le droit international, avec comme sujet les conséquences juridiques de l'élévation du niveau des mers, y compris sur des problématiques dépassant le droit de la mer, notamment la question du statut d'un État dont le territoire ne serait plus constitué que par des espaces maritimes, ou encore les conséquences en termes de droits de l'homme, avec notamment le déplacement des populations. Un autre enjeu qui a été déjà cité à 2 reprises réside dans la contestation par certains États de l'intégrité de la Convention, soit en tentant d'en relativiser la portée, ou encore, de manière un peu plus perverse, sous couvert d'une reprise totale ou partielle de son langage, à en détourner les principes, voire à tenter d'établir un cadre juridique parallèle. Cela passe par exemple par la prétention de nouvelles formes de zones maritimes ou la prétention de transformer des zones d'en haute mer en zones sous juridiction. On peut penser par exemple à la mer de Chine méridionale et le concept d'États continentaux archipélagiques promu par la Chine. Le but est de s'approprier un maximum d'espace maritime en vue d'y exercer sa souveraineté ou sa juridiction et de limiter, voire supprimer toute présence étrangère non désirée dans ces eaux. De même, certains États exigent une notification ou une autorisation préalable à l'exercice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale pour des navires civils et ou militaires sous pavillon étranger. Ces tentatives de territorialisation sont également visibles dans le cadre de campagnes de pose de câbles sous-marins ou de recherche scientifique marine. Enfin, et de manière a priori plus étonnante, la territorialisation s'exprime également dans le cadre des négociations actuelles sur le BBNJ. La négociation de ce traité sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité au-delà des zones sous juridiction nationale constitue, et cela a été dit, un enjeu essentiel pour la protection de l'océan et une meilleure gouvernance de la haute mer. Dès lors qu'il s'agit de régir un espace au-delà de la juridiction nationale, le principe de territorialité ne devrait pas a priori être en jeu. Pourtant, parmi les points difficiles en discussion figure la place de l'adjacence. Dans quelle mesure la situation des États côtiers adjacents, lorsqu'il s'agit de créer en haute mer une aire marine protégée ou de réaliser une étude d'impact environnemental pour une activité menée en haute mer, doit-elle être prise en considération ? Il s'agit d'une question délicate, car d'un côté, on peut comprendre l'intérêt de ces États côtiers à pouvoir être impliqués dans les discussions de manière plus importante pour la création d'une aire marine protégée ou lorsqu'une étude d'impact environnemental pour une nouvelle activité est menée. Mais parallèlement, il importe de ne pas remettre en cause la Convention en donnant des droits nouveaux aux États côtiers, alors que le BBNJ traite de la haute mer. Les interprétations territoriales de la Convention peuvent ainsi constituer ce que l'on appelle communément des tentatives de juridiction rampante,
par exemple en matière de contrôle de la navigation, de pose de cap sous-marin, de pêche ou encore de protection de l'environnement. C'est-à-dire de tenter d'obtenir ou de faire reconnaître des droits supplémentaires au bénéfice des États côtiers. Depuis 40 ans, la Convention de Montego Bay a instauré un cadre unique qui a su prouver son efficacité et sa plasticité. Sa lecture attentive permet de constater que sa construction est adaptée au long terme en ce que ses dispositions prennent en considération l'ensemble des situations. Donc face à ces remises en cause, autant politiques que juridiques, face aux nouveaux défis qui s'offrent aussi à nous, il importe à la fois de trouver le juste équilibre aussi après ces 40 ans entre la préservation de l'intégrité de la Convention et parallèlement de chercher les moyens d'utiliser les potentialités que récèle la Convention et pas de l'adapter, mais de trouver des moyens complémentaires d'adaptation. C'est ce que fait le BBNJ. La France, en tout cas pour sa part, est évidemment une ardente défenseur de la Convention et de son intégrité, car à ce jour, on n'a pas trouvé de meilleur moyen de défendre à la fois la sécurité juridique et la stabilité des relations internationales. Merci beaucoup. Merci Sandrine pour cet exposé très intéressant et très actuel et qui nous présente la problématique telle qu'elle se présente aujourd'hui, mais on peut même imaginer que dans 10 ans, on aura encore sur la table des négociations internationales le même type de problème. Pas le BBNJ, j'espère, oui. La mise en œuvre du BBNJ à ce moment-là. Et puis ce que tu as dit sur la montée des eaux, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent et qui peut se révéler tragique pour un certain nombre d'États à courte échéance, on peut dire, à courte échéance. Là, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préfère qu'il y ait toutes les interventions d'un coup et ensuite qu'on laisse libre cours à vos questions, à vos réflexions dans la dernière partie de cette table ronde. La seconde intervention est celle d'Élie Jarmache. Alors, Élie, beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est depuis plusieurs années membre de la commission juridique et technique de l'Autorité internationale des fonds marins. C'est un juriste spécialiste de droit international et en particulier de droit de la mer. Il a été maître de conférences à Sciences Po. Il a été pendant plusieurs années chargé des relations internationales de l'IFREMER, ce qui n'est pas une chose simple puisque l'IFREMER travaille sur toutes et sous toutes les mers du globe. Il a dirigé aussi la délégation française pour les négociations aux Nations Unies auprès de la Commission des limites du plateau continental, les négociations relatives à l'extension du plateau continental français. Et Sandrine nous a dit que nous étions l'État qui a déposé le plus grand nombre de demandes, la plupart avec succès. Élie va nous parler de la notion de patrimoine commun de l'humanité, qui est une notion dont on entend beaucoup parler, mais sans trop savoir précisément ce qu'elle signifie et ce à quoi elle s'applique exactement dans la Convention. Elle est un des points d'ailleurs d'achoppement de la négociation BBNJ et elle prend toute sa valeur dans les travaux de l'Autorité internationale des fonds marins. C'est incontestablement une notion actuelle et sans doute, Élie va nous le dire, d'avenir. Élie, vous préférez ici aussi ? Installer le chronomètre est, je crois, quelque chose de fondamental. Mesdames, Messieurs, bonjour. 40 ans, on a l'habitude de dire c'est le bel âge, mais on dit que c'est le bel âge à tout moment. Je veux dire, même pour une vieille personne comme moi, à la maison, on me dit c'est le bel âge. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Mais je voudrais juste dire aux organisateurs que là, nous commémorons ou célébrons, je ne sais jamais quel est le mot exact, nous célébrons, on va dire, l'anniversaire de la fin de la rédaction, de l'adoption, de l'ouverture à la signature. Alors j'attire votre attention que dans 1 an et demi, en 2024, ça sera les 30 ans de l'entrée en vigueur. Donc lancer une manifestation à intérêt, un appel à idées, pour qu'enfin, effectivement, on puisse, l'année des Jeux Olympiques, avoir un colloque qui soit de ce niveau-là. Voilà. Et on dit cela,
c'était des minutes additionnelles que m'offre la présidence du panel. Le patrimoine commun de l'humanité, facteur déterminant de la géographie de l'océan, point d'interrogation. Alors je me suis approprié le point d'interrogation, forcément, parce que ça m'a rendu perplexe. Et quand quelque chose rend perplexe, on emprunte le chemin, non pas de la facilité, mais de la simplicité, le chemin le plus rapide, le plus direct. Et je crois que le plus direct, c'est d'abord d'indiquer, je crois que beaucoup dans la salle le savent, que la référence à l'humanité n'est pas un phénomène nouveau au sein de la communauté internationale. Georges Sell, en 1955, fait un article fameux qui reste fameux sur le plateau continental, où, sans évoquer la notion d'humanité, il plaide fortement pour un domaine public international. Et ça reste vraiment, quand vous relisez l'article de Georges Sell, vous constatez que ça reste d'une très grande force. À côté de ça, 55-59, le traité de l'Antarctique. Ai-je besoin d'insister? Le traité de l'Antarctique, on constate qu'il reconnaît qu'il est dans l'intérêt de l'humanité que des activités soient menées, etc., à des fins pacifiques. 67, un traité qualifie l'espace extra-atmosphérique d'apanage de l'humanité. Déjà, le vocabulaire se précise et on va s'orienter vers des choses de plus en plus précises. Et enfin, en 1979, j'entends, un accord relatif à la Lune et aux autres corps célestes dispose que, je cite, parce que là, vraiment, la phrase est importante, elle a une résonance par rapport au texte de Montego Bay qui mérite d'être rappelée. La Lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine commun de l'humanité. Qu'il n'y a pas d'appropriation nationale possible, que l'exploitation des ressources naturelles relèvera d'un régime international à établir avec des procédures appropriées, que le patrimoine commun de l'humanité devra, et c'est là où c'est intéressant, aménager une répartition équitable des avantages tirés de l'exploitation de ces ressources. On croit rêver. 79, tout y est. Autrement dit, tous les auteurs de ces textes que je viens de citer en ont rêvé, la Convention de Montego Bay l'a fait. Ça, il faut reconnaître que c'est quelque chose qui est à inscrire au mérite de Montego Bay. Donc, tout ceci pour dire que le sujet, le patrimoine commun de l'humanité, facteur déterminant de la géographie de l'océan, je vais essayer de le traiter en 2 points et en un peu plus de 10 minutes. J'annonce cela tout de suite à la présidence, n'est-ce pas? Que, 1, le patrimoine commun de l'humanité est indissociable de la géographie de l'océan, il est indissociable, mais qu'en même temps, dans un deuxième temps, le patrimoine commun de l'humanité ne se réduit pas à la seule dimension géographique. Donc, suivez-moi pour un patrimoine commun de l'humanité qui est indissociable de la géographie de l'océan. Le ton est donné dès l'article 1er de la Convention. Sandrine Barbier l'a rappelé tout à l'heure. L'article 1er de la Convention vous dit, il est très géographique, les fonds marins et leur sous-sol, au-delà de la juridiction nationale, constituent la zone, Z majuscule. Et la zone appartient, avec les ressources qu'elle contient, au patrimoine commun de l'humanité. Je vous invite à lire, ou à relire pour certains, l'article 136 de la Convention, qui dit tout simplement « La zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité ». À ma connaissance, c'est l'article le plus court de la Convention. Il est d'une concision remarquable. La zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité. Mais toute approche de type géographique appelle des limites nécessairement. Il faut placer la géographie dans un contexte, elle a un contour. Et cette géographie du patrimoine commun de l'humanité n'est pas définie dans la Convention. Les chiffres dans les études de scientifiques sont variés sur le million de kilomètres carrés qui peuvent constituer la zone. Elle est relative parce qu'elle est dépendante d'une autre innovation de la Convention qu'est le plateau continental étendu. Elle est dépendante, j'insiste sur ce mot, elle est dépendante. Et toute extension du plateau continental, toute extension, peut être analysée comme se faisant au détriment
en quelque sorte, parce que ça n'existait pas avant. Donc, se faisant au détriment du patrimoine commun de l'humanité géographique. Se fait au détriment, c'est en quelque sorte, moi j'aime bien utiliser cette expression, c'est en quelque sorte un prélèvement foncier marin qui est en principe dévolu au patrimoine commun de l'humanité. Un prélèvement au bénéfice de l'État côtier et de son extension de plateau continental. Ainsi, un État côtier qui arrive au bout du processus et qui a un plateau continental étendu doit informer l'organisation internationale compétente des coordonnées de son nouveau plateau continental au-delà des 200 nautiques. Il doit l'informer, c'est une obligation, ce n'est pas une option. Et la France l'a fait en 2015, quand nous avons pris tous les décrets qui confirmaient que nous avions un plateau continental étendu. La France a envoyé effectivement copie des coordonnées, aussi bien au secrétariat général des Nations Unies, où le Bureau du droit de la mer tient en quelque sorte le registre des extensions, mais aussi à l'autorité internationale des fonds marins. Et dans les principes qui définissent le patrimoine commun de l'humanité, quels sont ceux qui, selon moi, sont marqués du critère géographique, révèlent le critère géographique? Il y a d'abord l'usage pacifique des fonds marins et de leur sous-sol, l'usage pacifique. Et il y a là comme un écho à l'avertissement d'Yves Lacoste quand il écrivait « La géographie, ça sert aussi à faire la guerre ». Ouvrage célèbre, fin des années 70, la géographie, ça sert aussi à faire la guerre. La géographie maritime, pourquoi pas? Aussi, ça peut servir à faire la guerre. Donc l'écho est de dire affectation à des fins pacifiques. Ça, c'est le premier point de cette géographie particulière que sont les fonds marins. L'autre principe, à mon avis, également qui relève de la géographie pour les fonds marins internationaux, c'est la non-appropriation nationale de tout ou partie de cet espace. La non-appropriation nationale, autrement dit, le texte international dresse une sorte de frontière, en mettant des guillemets au mot frontière. En géopolitique, aujourd'hui, on dirait une ligne rouge à ne pas dépasser. Donc une sorte de frontière afin de contenir l'expansion de la juridiction nationale, ce que Sandrine Barbier appelait tout à l'heure la juridiction rampante, qui est une tentation permanente des États. N'est-ce pas? Une tentation permanente. Donc, la non-appropriation nationale est une clause qui relève de la géographie des fonds marins. Enfin, contribue au PCH, au patrimoine commun géographique, l'universalité de l'accès à cet espace. L'universalité de l'accès, parce que le clivage international, c'est État développé, État en voie de développement, etc., etc. Là, le vrai clivage eût été État enclavé ou géographiquement désavantagé. Ce clivage-là disparaît, alors que dans la communauté internationale, en droit de la mer, il a une réalité. Il disparaît parce que tous les États ont un droit égal à l'accès à cet espace international, et sans même regarder l'accès aux ressources, c'est l'accès tout simplement au régime de la recherche scientifique marine dans la zone internationale. L'article 143 est très long, développe, et c'est une exception à tout le reste du régime de la recherche scientifique marine dans les zones sous juridiction nationale. Donc le principe de l'universalité, de l'égal accès à l'espace. Donc voilà les raisons pour lesquelles le patrimoine commun de l'humanité, selon moi, est indissociable de la géographie de l'océan, où l'océan est indissociable, vous le prenez dans tous les sens que vous voulez, mais en même temps, on s'aperçoit que le patrimoine commun de l'humanité ne se réduit pas à la seule dimension géographique, ou alors ce serait une sorte de sous-catégorie et on rentre dans la famille de la géographie économique, etc., etc. Donc je rappelle que le patrimoine commun de l'humanité, c'est la zone et ses ressources. C'est simple. Là, il n'y a vraiment pas besoin d'interpréter, au moins de ce point de vue-là, du point de vue de l'exposé que je suis en train de faire devant vous. Autrement dit, il faut envisager ici le patrimoine commun de l'humanité à travers son pilier économique. Son pilier économique qui repose quasi exclusivement sur le principe du partage équitable des bénéfices qui sont tirés de l'exploitation et de la commercialisation des ressources.
Et ce pilier économique revêt une pluralité d'expressions. On a évoqué plus haut comment un plateau continental étendu est un prélèvement sur le foncier du patrimoine commun. Il peut s'analyser comme une potentielle perte de chance d'acquérir des ressources à partager. Donc, dès lors que vous avez un plateau continental étendu, la Convention et les pères fondateurs, dans leur, entre guillemets, sagesse, parce qu'on peut ne pas partager ce point de vue dans leur sagesse, ont mis en place un mécanisme de compensation dès le texte de 82. N'est-ce pas ? Et je sais que ça a été une grande surprise pour beaucoup de collègues quand nous mettions en place le fameux programme Extra-Plaque au secrétariat général de la mer, autour de la table, où il a fallu dire à quelques collègues de l'administration que, certes, nous allons acquérir des droits souverains, comme État côtier du plateau continental étendu, mais c'est comme dans la mer territoriale, il y a un droit de passage inoffensif, là, il y aura peut-être quelque chose à payer. Comment, etc., etc. Donc, le mécanisme de compensation, il est déjà inscrit dans la Convention de 82, à l'article 82 précisément. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Un État à plateau continental étendu acquitte, et là je cite, acquitte des contributions en espèces ou en nature au titre de l'exploitation des ressources non biologiques du PC au-delà des limites de la juridiction nationale. C'est intéressant de savoir qu'il y a un mécanisme de compensation. Là aussi, la géographie n'est pas loin, même si c'est un pilier économique au sein du patrimoine commun de l'humanité. Je vais essayer d'aller plus vite. Le pilier discriminant est donc le pilier économique. L'accès aux ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol n'est pas un accès libre, il est contrôlé, il est encadré avec un luxe de détails, il faut le savoir, et des outils de gouvernance sont mis en place pour assurer le moment venu que le partage des bénéfices se fera dans des conditions qui donneront du sens, ou tout son sens, à la notion de patrimoine commun de l'humanité. Toujours la géographie, les pays en développement ont accès aux fonds marins, peuvent déposer des demandes pour des contrats d'exploration, ils peuvent tout à fait déposer en tant qu'État en développement. Alors, ils sont aidés, ils ne sont pas aidés, c'est un autre débat, mais ils ont ce droit-là, leur est reconnu. Et il leur est reconnu, et on voit la géographie à nouveau, dans des espaces qui sont qualifiés dans le texte de la Convention secteurs réservés. Autrement dit, France, qui vient déposer une demande, hypothèse, vient déposer une demande, elle ne pourrait pas le faire dans un espace qui avait été qualifié de réservé pour des raisons X ou Y, je ne rentre pas dans ce détail. Donc la notion de secteur réservé est éminemment géographique et elle souligne bien l'égal accès aux fonds marins internationaux. Enfin, ce volet économique, on le devine tous intuitivement, c'est celui, plus on approche de la réalisation du volet économique, c'est celui qui ouvre la voie à l'approche de précaution. Plus on va s'approcher précisément du moment où on va exploiter, commercialiser, extraire des minéraux, plus on va avoir le ressenti, le besoin de l'impératif écologique. Et ça, c'est né non pas seulement de la géographie, mais de la nécessaire prise en compte du facteur économique. Pour conclure, et je m'excuse auprès de la présidence du panel pour ces quelques minutes, pour conclure, réfléchir au destin du patrimoine commun de l'humanité. Ce n'est pas interdit, surtout après l'effort que j'ai fait pour sortir de ma propre perplexité. Parce que je maintiens, j'étais perplexe en commençant mon écriture. On doit pouvoir réfléchir sur le destin du patrimoine commun de l'humanité. Ce concept a-t-il un avenir ? J'ai très envie de faire la réponse que faisait Pierre Dac à Francis Blanche sur l'avenir de quelqu'un qui voyait son avenir chaque fois qu'il se retournait. L'avenir du PCH, à mon avis, il n'y en a pas. De mon point de vue, encore une fois, dans cette salle, au panel, je n'engage que moi. Je trouve qu'il n'en a pas. Il a atteint sa maturité maximale.
du moins tel qu'il a été formulé dans la Convention du droit de la mer. Et son évocation aujourd'hui relève plus de l'incantation que de l'incarnation. Et cela, chaque fois que vous l'évoquez, provoque tout de suite, et là je parle sous le contrôle de Serge Segura et Sandrine Barbier, provoque tout de suite l'opposition de certains États, d'un certain nombre d'États. Dès que vous dites patrimoine commun de l'humanité, vous faites passer les selles, n'est-ce pas, dans certaines salles de réunion d'États occidentaux. Ces derniers sont prêts à discuter du partage des bénéfices, avec des nuances, mais ils dressent une sorte de cordon sanitaire quant au recours à la notion et au concept lui-même. Une alternative est née, et là je crois que le président va m'accorder 30 secondes de plus. Une alternative est née avec la notion de bien commun. La notion de bien commun s'est présentée comme une alternative, mais elle n'aurait pas, cette notion, la même tonalité, la même vigueur, la même utilisation que le patrimoine commun de l'humanité. Elle serait davantage de l'ordre de l'impératif écologique, davantage, n'est-ce pas, plutôt qu'être pluridimensionnelle. Et on voit bien qu'étant de l'ordre de l'impératif écologique, elle est plutôt une obligation sans que la notion d'obligation elle-même renvoie à un corpus de règles juridiques très précises. Donc c'est un débat qui est difficile entre le patrimoine commun et le bien commun. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc je reviens à ma simplicité du début. Le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire que s'inspirer de ce qu'a fait la Convention sur la diversité biologique, souligner qu'il y a une préoccupation commune de l'humanité sur ces questions-là, sans chercher à les qualifier de patrimoine ou de bien commun, une sorte de préoccupation commune de l'humanité. Ça a été fait pour le climat en 1988 une fois, et ça a été fait une deuxième fois pour la Convention sur la diversité biologique. Merci de votre infinie patience et de votre écoute. Il y aurait de quoi continuer toute la soirée, peut-être toute la nuit, à discuter sur ces notions. Merci en tout cas, Élie, de l'avoir précisé, cette notion de patrimoine commun de l'humanité, d'en avoir montré les aspects géographiques et de cette manière, avoir répondu à la question qui vous a tant surpris. Et puis, merci d'avoir mis en avant les aspects économiques également de cette notion qui sont vraiment essentiels. Merci de la conclusion sur le patrimoine commun de l'humanité n'a pas d'avenir. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de membres du groupe des 77 dans la salle, sinon on vous aurait offert la protection policière. Mais c'est pourtant une question que l'on doit se poser. Et merci de cette ultime conclusion sur peut-être la notion de bien commun de l'humanité pourrait-elle jouer un rôle après le patrimoine commun ou à côté du patrimoine commun. Il y a matière à réflexion. Et vous êtes, je crois, tout excusé pour le temps que vous avez pris, même si tout le monde aura compris que je suis votre garde du temps en permanence. Et pourtant, je vous avais dit qu'il ne fallait pas dépasser le temps. On a déjeuné pour ça. Ah, Élie. Alors, la troisième intervention. Là, ce n'est pas le temps, c'est la distance. Le voilà, avec son célèbre nœud papillon. Alors, la troisième intervention se fait en visioconférence, comme vous pouvez le constater, et ça marche, ce qui est vraiment une grande chance. Et merci aux techniciens des institutions et de l'école militaire pour rendre possible ce lien. Nous allons avoir le plaisir d'écouter l'ambassadeur Olivier Guyon-Varc, que je salue très amicalement, depuis son pays d'affectation, la Jamaïque, ambassadeur en Jamaïque. Mais pour ce colloque, il est aussi et surtout notre représentant, le représentant français auprès de l'Autorité internationale des fonds marins. Il va nous parler du rôle de cette organisation internationale et de la position française, peut-être un peu difficile à définir aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il a des éléments de langage qu'il va pouvoir nous délivrer. J'ai eu le plaisir de connaître Olivier lorsqu'il m'a succédé comme sous-directeur du droit de la mer et des questions polaires. Donc normalement,
C'est un poste qui permet de bien connaître les questions de droit de la mer et de diplomatie maritime. Après un séjour ensuite en Chine, à Wuhan, comme consul général, en pleine période de la Covid, durant laquelle vous vous souviendrez toutes et tous qu'il s'est illustré par le soutien apporté à nos compatriotes, qui a été remarqué et remarquable, il est revenu à ses amours océanes, à Kingston et surtout auprès de l'Autorité internationale des fonds marins. Olivier, tu as la parole, et si tu peux rester avec nous un petit peu plus longtemps après, au cas où il y aurait des questions sur ton intervention. Bienvenue. Très bien, merci Serge. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien, bien, merci. Merci Serge pour cette introduction, Madame la députée, Amiral, Mesdames et Messieurs, chers amis. Comme Serge l'a dit, j'ai eu l'honneur et le plaisir de lui succéder entre 2012 et 2016 à la sous-direction du droit de la mer. J'ai aussi beaucoup travaillé avec Sandrine Barbier et puis mon ami Élie Jarmache. Tu as raison, Serge, j'ai mis le nœud papillon pour que mes vieux amis puissent me reconnaître, et puis j'ai quand même mis une veste parce que je vois notamment Élie avec son cache-colle et son mouchoir. Ici, il fait 27 degrés. J'ai beaucoup de compassion pour vous et les restrictions qui s'annoncent sur les questions de température dans vos appartements. Alors, comme tu l'as dit, Serge, je suis le représentant de la France auprès de l'autorité internationale des fonds marins, représentant permanent. J'ai donc deux casquettes ici à Kingston. Alors, je vais vraiment tâcher de tenir dans les 10 minutes, mais comme Élie a dit beaucoup de choses déjà, je vais peut-être pouvoir restreindre mon intervention sur certaines notions de patrimoine commun de l'humanité. Alors, l'AIFM, c'est quoi? L'AIFM, c'est une... Ah, et puis je vois l'ami Thierry Duchesne aussi sur le panel. Pardon. Bonjour Thierry, je te salue. On était en ligne la semaine dernière. L'AIFM est l'une des grandes institutions créées par la Convention de Montego Bay avec le tribunal. C'est sans doute l'une des moins connues. On lit d'ailleurs trop souvent dans la littérature, notamment journalistique, qu'elle est une agence des Nations Unies. Non, l'AIFM n'est pas une agence des Nations Unies. Elle est créée par la partie 11 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et elle regroupe 158 États plus l'Union européenne. Et son mandat est donc de réguler et de gérer les activités dans les grands fonds marins, dans la zone avec un grand Z, non pas qui veut dire Zorro, mais pour le différencier des zones classiques de juridiction. La zone, donc, dans laquelle s'appliquent les ressources de la zone. Lorsqu'on parle de ressources, on parle de ressources minérales, solides, liquides et gazeuses, auxquelles s'applique la notion de patrimoine commun de l'humanité, dont a parlé Élie tout à l'heure, et dont va découler un certain nombre de choses. Alors, quelles sont ces ressources de la zone et sur quoi s'applique le patrimoine commun de l'humanité? Donc, comme je viens de le dire, à l'article 133 de la Convention, les ressources minérales, solides, liquides et gazeuses, c'est-à-dire ce ne sont pas les ressources biologiques que l'on peut trouver sur les grands fonds marins. Et ces ressources doivent être, comme l'a expliqué Élie, exploitées au bénéfice de l'humanité tout entière. Alors, de quoi est constituée l'autorité des fonds marins? L'autorité des fonds marins est constituée d'un organe décisionnel qui est le conseil qui regroupe 36 membres, 37 de fait parce qu'on a ajouté un siège flottant sans droit de vote, mais il y a donc 36 membres répartis en 5 chambres, et ces chambres représentent à la fois les intérêts, ce qu'on appelle les intérêts particuliers, c'est-à-dire les États qui ont été depuis le plus longtemps impliqués dans l'exploration des ressources de la zone, et donc c'est la chambre dans laquelle siège la France, les principaux producteurs de métaux issus de la zone, les principaux consommateurs, etc. Et puis la moitié de ces membres représentent les intérêts géographiques des États. C'est le Conseil qui est vraiment le cœur du réacteur de l'autorité, c'est lui qui prend les décisions sur la base des recommandations formulées par 2 commissions, la commission juridique et technique, à laquelle Élie a été élu pendant 2 mandats, c'est-à-dire 10 ans. La commission juridique et technique, qui est vraiment la mère de toutes les batailles de l'autorité des fonds marins, c'est elle qui prépare et rédige les projets de règlement, c'est elle qui va examiner les demandes de plan de travail des contractants pour savoir si oui ou non et dans quelles conditions ils seront autorisés à faire de l'exploration et puis peut-être à terme de l'exploitation.
c'est elle qui va contrôler leurs activités, qui va émettre des rapports sur leurs activités, des recommandations, etc. Donc c'est une commission extrêmement importante. La Convention de Montego Bay prévoit 15 membres. Elle a rapidement eu une trentaine de membres. Et puis aujourd'hui, lors de son dernier renouvellement en 2022, le renouvellement a été extrêmement compliqué. Il a fallu céder notamment à deux groupes régionaux d'État qui voulaient avoir davantage de membres dans cette commission. Et donc aujourd'hui, elle a atteint 41 membres. Elle n'a pas encore commencé à travailler, mais on ne sait pas très bien comment elle va pouvoir travailler avec autant de membres. Et puis, au Conseil est adjoint une seconde commission, la commission des finances, qui, elle, est restée à 15 membres et dans laquelle la France siège aussi, 15 membres, donc qui se prononcent sur toutes les décisions financières et puis sur le budget de l'autorité. Donc, vous voyez que la position de la France est tout à fait privilégiée puisque nous sommes élus sans discontinuer au Conseil depuis 1996 et nous sommes présents sans discontinuer au sein des deux commissions de l'autorité. Excusez-moi, je vais fermer ma porte parce que j'ai un bruit bizarre. Voilà, pardon, ce sont les aléas du direct. Alors, comme l'a dit, je pense qu'on peut dire que la haute mer, nous avons évoqué les libertés de la haute mer. La haute mer n'appartient à personne. Moi, je dirais que la zone appartient à tout le monde. La zone appartient à tout le monde puisque l'accès à ces ressources donc n'est pas libre. Il faut en passer par une demande auprès de l'autorité des fonds marins. Et puis, il faudra en partager le bénéfice des avantages. Alors, aujourd'hui, vous le savez, l'autorité des fonds marins a adopté 3 règlements d'exploration, donc pour organiser l'exploration dans ces grands fonds marins. Et aujourd'hui, elle travaille depuis maintenant 2015-2016 et puis de plus en plus intensément, notamment depuis 2020, à la rédaction d'un code d'exploitation. Le Conseil qui se réunissait une fois par an à partir de 2021, 2022 et 2023 va se réunir 3 fois par an pour travailler sur ce code d'exploitation qui est un document extrêmement volumineux. On en est à plus de 130 pages aujourd'hui. Comment tout cela s'organise? Il y a 5 groupes de travail, dont notamment 4 groupes de travail principaux au sein desquels nous discutons. Alors, on a créé des groupes de travail pour pouvoir discuter de manière informelle, pour que tout le monde puisse s'exprimer, et on travaille vraiment sur les textes, sur des amendements de texte. On en est arrivé réduire aujourd'hui à des questions de virgule, de ponctuation, etc. Donc, le travail est vraiment très avancé, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Il est loin d'être achevé. Alors, sur ces groupes de travail, il y a un groupe de travail sur les questions institutionnelles qui établit les institutions, le mécanisme à travers lequel va pouvoir se faire cette future éventuelle exploration. Notamment, on discute de la question de savoir s'il faudra créer un comité de conformité à côté de la commission juridique et technique, comme dans les ORGP, pour pouvoir examiner de quelle manière les contractants se comportent et s'ils respectent bien toutes leurs obligations, notamment les obligations en matière de protection de l'environnement. Il y a un groupe de travail sur les règles financières des contrats d'exploitation pour établir de quelle manière va être établie cette répartition des bénéfices dont nous avons parlé tout à l'heure, notamment au bénéfice des États en développement et des États favorisés. Alors là, sur ce sujet, c'est le groupe africain qui vraiment joue un rôle extrêmement important. On parle des systèmes de taxation, comment vont être taxées ces exploitations. Aujourd'hui, on va taxer, le consensus s'est établi sur une taxation ad valorem des ressources qui vont être retirées de la zone et non pas une taxation sur les bénéfices des entreprises qui vont le faire parce que ce serait beaucoup trop compliqué. Il y a un groupe de travail sur l'inspection et la conformité. Donc c'est un sujet extrêmement important. La Convention prévoit des inspecteurs, un inspectorat. Donc nous discutons sur qui pourra être inspecteur, quels vont être les pouvoirs des inspecteurs, qui va financer leur mission d'inspection. Ils pourront inspecter à la fois à terre et en mer, c'est-à-dire tous les documents, et puis ils pourront se rendre sur les plateformes d'exploitation. Et puis, on envisage même que leur rôle aille jusqu'à demander à ce que des censeurs
particulier, parce que vous savez, ce qui se passe à 5000 mètres de profondeur, l'inspecteur ne pourra pas y aller avec ses palmes et son tuba, donc il va pouvoir demander l'installation de senseurs, etc. Et puis même, ces pouvoirs pourraient aller même jusqu'à demander l'arrêt immédiat d'une exploitation s'il constatait qu'il y avait des non-conformités. Et puis un groupe de travail extrêmement important, qui est le groupe de travail sur la protection et la préservation du milieu marin, un groupe de travail dans lequel la France est évidemment extrêmement active, qui consiste à savoir comment va-t-on assurer cette protection de l'environnement marin, puisque l'exploitation va nécessairement se traduire par des atteintes à l'environnement. Quels vont être les seuils acceptables d'atteinte à l'environnement? Les grands principes ont été établis, le principe de précaution, l'utilisation des meilleures connaissances scientifiques disponibles, l'utilisation des meilleures technologies disponibles, le principe pollueur-payeur également, et le code d'exploitation prévoit la constitution d'un fonds auquel les contractants devront abonder pour pouvoir remédier à des destructions de l'environnement qui seraient trop importantes et qui n'avaient pas été prévues. Il est question d'établir des standards et des lignes directrices sur les objectifs de conservation. Donc ça, ce sont des documents qui sont en préparation, qui sont aussi extrêmement volumineux. Avant toute activité éventuelle d'exploration, le contractant devra établir une étude d'impact sur l'environnement, identifier les mesures adéquates pour limiter les effets de l'exploitation. Tous ces documents devront être soumis à la société civile et notamment aux ONG pour révision et prise en compte de leurs remarques. Le contractant devra établir également un plan de clôture, c'est-à-dire que prévoir de quelle manière va se terminer l'exploitation, retirer toutes les installations, etc. Donc, les dispositions relatives à la protection de l'environnement sont aujourd'hui les plus volumineuses du futur code minier. Alors, où en est-on aujourd'hui dans ce travail? Il y a deux choses. Il y a d'abord, je vais commencer par cette fameuse règle des 2 ans que l'on évoque beaucoup et qui fait très peur, notamment aux organisations non gouvernementales. Là-dessus, je fais une petite incise sur le rôle des ONG. Dans toutes les organisations internationales où j'ai exercé, c'est à l'AIFM que les ONG ont le rôle le plus grand, c'est-à-dire qu'elles assistent absolument à tous les débats. Elles sont dans la salle du Conseil, elles ne sont pas assises avec les délégations des États, mais c'est intéressant parce que physiquement, elles sont assises au-dessus, dans une tribune au-dessus. Donc, en quelque sorte, nous agissons sous l'œil des ONG. Les ONG interviennent à chaque fois en séance, chaque fois qu'elles le souhaitent, et elles font même des propositions d'amendement, des propositions de texte qui sont prises en compte, sauf s'il y avait notamment une objection par un État, mais c'est quasiment jamais le cas. Donc, les amendements de texte proposés par les ONG sont pris en compte dans le futur code minier, donc elles participent complètement à l'élaboration du code minier. Quelles sont les grandes positions des États? Les grandes positions des États, vous avez donc les États du WEOG, les États de l'Europe occidentale, souvent qui travaillent d'ailleurs avec les États de l'Europe orientale, sont les États les plus investis depuis le plus longtemps dans l'exploration et qui potentiellement pourraient patronner des contrats d'exploitation. Donc, ces États sont, d'une manière générale, et notamment les États de l'Union européenne et la France, extrêmement attentifs à toutes les questions de protection de l'environnement. Vous avez les États d'Asie, le groupe des États d'Asie, avec la Chine, le Japon, la Corée, qui sont des États qui sont eux-mêmes extrêmement avancés dans l'exploration et qui, eux, voudraient très certainement parrainer des futurs contrats d'exploitation, donc qui travaillent sur toutes les dispositions techniques, etc. Puis parmi eux, les petits États insulaires du Pacifique, notamment Nauru, et j'en viendrai tout à l'heure, qui lui aussi patronne un contrat d'exploration. Les États du Gros Lac, à côté, Amérique latine et Caraïbes, qui eux sont plutôt dans la protection de l'environnement, avec parmi deux de ces États, deux États qui ont des positions extrêmement proches de celles des ONG.
Mais vous avez aussi dans le gros lac un État comme la Jamaïque, par exemple, le petit État insulaire en développement, qui lui patronne un contrat d'exploration. Et puis, parmi les États africains, donc eux, les États du groupe africain, leur cheval de bataille, c'est la mise en valeur du patrimoine commun de l'humanité, d'une part, parce qu'ils seront les premiers à tirer avantage des bénéfices, mais aussi, ils sont extrêmement vigilants à éviter que une future exploitation des fonds marins ne vienne pas en concurrence avec les exploitations terrestres, en mettant sur le marché des quantités très importantes de métaux à des prix qui pourraient être inférieurs à ceux des exploitations terrestres. Alors ensuite, j'ai évoqué tout à l'heure cette fameuse règle des 2 ans, qui a été déclenchée par Nauru en 2013, sur la base de l'article 15 du paragraphe 3 de l'accord de 1994, et qui dit qu'un État peut demander à ce que le règlement d'exploitation soit terminé, achevé dans 2 ans, donc après sa demande, donc ça nous amène à juillet 2023, et que si ce règlement d'exploitation n'est pas achevé, eh bien, le Conseil pourra approuver de manière provisoire une demande de permis d'exploitation. Donc ça évidemment fait peur à beaucoup d'États. C'est une des raisons pour lesquelles le Conseil travaille aujourd'hui d'arrache-pied pour essayer d'achever ce règlement. On pense que il est encore un peu trop tôt, il sera trop tôt en juillet 2023 pour pouvoir l'achever, parce qu'il manque notamment beaucoup de connaissances scientifiques sur les questions environnementales. Cela dit, lors de la dernière réunion du Conseil en octobre dernier, là, il y a 1 mois et demi, Nauru a dit, eh bien, nous avons compris les préoccupations de la communauté internationale et nous n'allons pas déposer de demande, le contractant que nous parrainons, ne va pas déposer de demande de plan de travail d'exploitation en juillet 2023. Donc, Nauru a fait largement retomber la pression à ce niveau-là. Ensuite, vous avez entendu parler des questions de pause de précaution ou de moratoire. Il y a eu, dès le mois de juillet, la réunion de juillet, beaucoup d'appels à des pauses de précaution, voire à des moratoires. Vous l'avez vu, l'Assemblée nationale en France s'est prononcée pour un moratoire. En octobre 2022, il y a eu une quasi-unanimité au sein du Conseil en faveur d'une pause de précaution qui s'explique de la manière suivante, c'est-à-dire que les États s'interdisent de parrainer un contrat d'exploitation tant que l'on n'aura pas un code d'exploitation solide et suffisamment protecteur de l'environnement. Donc c'était la position au mois d'octobre au sein du Conseil, et là, quasiment tout le monde était d'accord. Il y a guère qu'un ou deux États asiatiques qui ne s'étaient pas prononcés en sa faveur, mais il y avait un consensus se dégageait. Et puis, donc, le 7 octobre, le président de la République, lors de la COP27, a annoncé que la France, elle, était favorable à l'interdiction de toute exploitation dans les grands fonds marins. Donc, j'ai fait à cette occasion une déclaration au Conseil pour essayer d'expliciter la position française. Donc aujourd'hui, la France est aujourd'hui le seul État qui s'est prononcé explicitement en faveur de l'interdiction totale de toute exploitation en raison des trop grandes incertitudes scientifiques qui posent sur les conséquences de cette exploitation. La France estime qu'il est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour ouvrir ce nouveau chantier. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc la France aujourd'hui essaie de rallier un certain nombre d'États à cette position nouvelle qui est un petit peu une position qui fait vraiment bouger les lignes, qui a attiré beaucoup d'attention parce qu'elle peut apparaître à certains comme pas tout à fait en ligne avec l'esprit de la Convention de Montego Bay qui prévoit, elle, l'exploitation, mais en tout cas, cette position a le grand mérite de faire réfléchir, de faire bouger les choses, et donc nous estimons aujourd'hui que, compte tenu des connaissances scientifiques et de l'incertitude qu'il y a sur les conséquences de l'exploitation, il n'est pas raisonnable de l'envisager. Merci à tous et j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Merci beaucoup Olivier, c'était fort intéressant. Tu nous as présenté, tu nous as fait découvrir pour la plupart d'entre nous
cette organisation internationale dont on parle beaucoup, mais dont on connaît assez peu le fonctionnement. Et là, maintenant, nous sommes plus au fait des choses. Tu nous as bien détaillé les forces en présence et tu nous as bien détaillé, expliqué également la présence et l'intervention des ONG dans cette organisation internationale, ce qui est, compte tenu du débat actuel sur un éventuel moratoire, une interdiction ou que sais-je, fort important. La quatrième intervention qui mettra un terme à cette table ronde est celle du commissaire général Thierry Duchesne de la Marine nationale. Alors, Thierry Duchesne m'a envoyé un CV pour que je sache à peu près comment présenter son intervention, et j'ai constaté sans surprise du reste qu'il est des 4 intervenants de cette table ronde celui qui a vu la mer de près tout au long de sa carrière, de très près même. Qu'il s'agisse des embarquements en début de carrière, de ses services auprès de l'état-major des armées, du commissariat de la marine, son rôle de formateur des jeunes officiers commissaires, sans oublier ses affectations dans les préfectures maritimes de la Manche et de la mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée, ainsi qu'au secrétariat général de la mer. Donc Thierry Duchesne a une expérience très concrète que j'ai pu moi-même constater dans mes attributions au Quai d'Orsay, très concrète de la Convention de Montego Bay, de son application et peut-être aussi de ses failles et de ses manques. Il va nous parler d'un concept qui est très présent dans la Convention, et celui du pavillon, et on lui a posé la question de savoir si ce concept n'est pas parfois un obstacle à la sécurité des mers. Thierry. Merci Serge. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir proposé d'intervenir. Mesdames, Messieurs, bon, effectivement, j'étais très sensible à cette proposition d'intervenir, parce qu'il se trouve que je suis né avec Montego Bay dans la marine, puisque je suis rentré dans la marine quelques mois après la signature de Montego Bay, et que parmi les 2 objets symboliques que j'ai eus, il y a eu certes mon épée de commissaire, mais aussi une très belle convention de Montego Bay, qui après m'a suivi toute ma carrière et est encore dans ma sacoche ici. Et j'ai quitté donc mes fonctions actives le 1er septembre, en ayant vécu ces 40 ans avec Montego Bay. Alors j'ai eu l'occasion de parler de cette expérience dans l'excellent colloque, mais alors là plutôt universitaire, qu'a fait Marie-Pierre Lanfranchi, qui est présente, et je voulais remercier à nouveau. Et j'ai pu effectivement expliquer comment Montego Bay a vécu et comment aussi, d'une certaine manière, grâce à la dualité de la Marine nationale, qui y voit à la fois le volet militaire, mais aussi le volet civil, la France aujourd'hui a sans doute une des plus belles réglementations maritimes dans ce domaine de Montego Bay, et qui a pu être mise en valeur à de nombreuses reprises. Alors je voulais aussi à cette occasion saluer mon père spirituel qui a été évoqué, qui était le commissaire général Regla Boireau, lui-même qui était le fils du commissaire général Parézo, et saluer la présence de Éric de Beauregard que j'ai eu comme élève et qui en plus a le nom de la promotion Grotius Hugo de Groot. Donc vous voyez qu'effectivement la transmission est toujours là. Alors pour venir au cœur de notre sujet, le sujet que je vais traiter effectivement est important. Je considère pour ma part que l'outil que nous avons eu à mettre en œuvre, nous les juristes opérationnels, est tout à fait remarquable. Cette convention de Montego Bay nous a toujours apporté toutes les solutions que l'on souhaitait, et en plus en le faisant en appliquant très rigoureusement la convention Montego Bay. Donc je voulais souligner le fait que tous les ministères, d'après vu de mon expérience, tous les ministères français ont toujours une application rigoureuse et extrêmement sérieuse de Montego Bay, et la France n'a pas à rougir de cette mise en œuvre. Mais cette convention de Montego Bay repose sur un principe de base qui est justement la responsabilité de l'État du pavillon. Et si parfois, effectivement, on fait des reproches à la convention de Montego Bay, c'est souvent parce que certains États du pavillon ne remplissent pas leurs propres obligations. Et c'est ça que je voulais mettre en avant dans la très brève intervention qui est là. Alors, le pavillon est véritablement au cœur du dispositif juridique concernant le statut du navire en droit interne comme en droit international.
Comme on dit, effectivement, le pavillon est l'expression visible du lien de rattachement qui unit le navire à l'État. Et le pavillon a un rapport étroit avec le principe de souveraineté nationale. C'est lui, par exemple, qui crée le fondement de l'ancienne théorie de la territorialité du navire, sur laquelle je ne viendrai pas. Mais aussi, le pavillon accorde une nationalité qui fait foi. Donc, il n'y a pas de remise en cause du lien entre un navire et son pavillon. Et d'ailleurs, je voulais signaler à cette occasion qu'il n'y a pas de double pavillon pour les navires. Les conséquences de cette situation, c'est que l'attribution par l'État de sa nationalité à un navire et la reconnaissance du droit d'arborer son pavillon déclenche l'application au navire d'un système de règles juridiques nationales, de droit public comme de droit privé. Mais aussi, l'État du pavillon a un devoir de protection de ses navires, mais aussi de juridiction, tout ça vous le savez bien. L'autre conséquence qu'on peut identifier, c'est que l'État du pavillon est véritablement tenu de surveiller l'activité des navires de sa nationalité. Et c'est là que la difficulté peut commencer. C'est bien une obligation de contrôle qui incombe à l'État du pavillon, mais c'est aussi sur ce défaut de mise en œuvre de l'obligation de contrôle que peut être mise en cause la responsabilité de l'État du pavillon. Donc, comme vous voyez, le respect de la loi du pavillon est profondément ancré dans notre droit positif et dans notre jurisprudence. Alors, pour vous l'expliquer, vous n'êtes pas forcément toujours au fait de ces affaires, je voulais vous montrer combien l'État du pavillon tire bénéfice de cette situation. Et cette situation-là, je la trouve par exemple dans les affaires de pollution en mer. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que lorsque vous avez des cas de navires qui vont rejeter des produits polluants dans la zone économique française, par exemple, ou la zone économique d'un autre État, tenez-vous bien, ce n'est pas la France qui jugera ces infractions-là, c'est l'État du pavillon qui sera tenu effectivement de le faire. Alors certes, on peut le dérouter, établir, mais par la suite, l'État du pavillon sera tenu de juger. Et c'est ce que rappelle la Cour de cassation par 2 arrêts du 5 mai 2009, la chambre criminelle, qui n'a pas suivi la Cour d'appel de Rennes dans ce raisonnement. Et la Cour de cassation réaffirme de manière stricte l'interprétation que les États contractants avaient voulu donner à la Convention de Montego Bay en proclamant la primauté de la loi du pavillon. Alors, la Convention de Montego Bay prévoit néanmoins des exceptions. Et dans ces exceptions, effectivement, si on s'aperçoit qu'un État du pavillon ne revendique pas sa compétence juridictionnelle pour une pollution d'un de ses navires dans une autre zone, dans les 6 mois, l'État côtier peut juger. Deuxièmement, l'autre cas que j'ai vécu, effectivement, c'est qu'un État du pavillon qui ne juge jamais d'affaires de pollution dans les zones économiques d'un autre État ou en haute mer, l'État, je dirais, côtier qui subit la pollution sera à même, effectivement, de le juger s'il le faut. L'autre affaire que j'ai vécue personnellement, c'est l'affaire de l'Ulysse et de Virginia. Du Virginia, vous vous rappelez peut-être de cette collision de 2 navires au nord du Cap Corse, avec un ferry qui rentre dans un porte-container au mouillage au nord du Cap Corse. C'est le 7 octobre 2018. Une énorme pollution, une collision très importante intervient. Une énorme pollution survient aussi. Que se passe-t-il ? Eh bien, effectivement, on va intervenir au titre de la pollution et autres. En revanche, ce n'est pas la France qui va avoir la juridiction de l'affaire, car la collision a eu lieu à 15 nautiques au large, c'est-à-dire en dehors des eaux territoriales. Et ce sont donc les États du pavillon, c'est-à-dire la Tunisie et Chypre, qui sont responsables des poursuites pénales de ce type d'affaires. À ma connaissance, je cherche, mais je n'ai pas encore vu de jugement de la Tunisie. J'aimerais bien effectivement qu'on continue à regarder, parce que là, on a une défaillance effectivement d'un État du pavillon, mais ça reste à vérifier. Voilà, je ne vais pas revenir sur les affaires relatives aux collisions, mais ce qu'il faut retenir, c'est que suite à une jurisprudence, la jurisprudence Lotus, mais qui avait été défavorable pour la France,
C'est la Convention de Bruxelles de 52 qui donne la compétence à l'État du pavillon en cas de collision. Et la Convention de Montego Bay prévoit la compétence de l'État du pavillon, mais éventuellement aussi l'État dont les marins sont les victimes. Autre affaire que j'avais vécue, c'était l'affaire du Beau Eagle en août de 2002, qui avait heurté le Cistude au large de Saint. Il y avait eu 4 marins décédés. Le bateau avait été dérouté vers Dunkerque, mais le bateau était reparti, et c'est l'État norvégien qui a jugé de l'affaire parce que la collision avait eu lieu en dehors de la mer territoriale française, et la Norvège a effectivement condamné le capitaine du navire à 5 ans de prison. Et donc là, on voit un État du pavillon qui remplit convenablement ses obligations. Voilà, je dirais, le bon côté pour les États du pavillon, et d'ailleurs pour la France. Nous, je dirais, qui sommes du haut, on veillera toujours dans nos opérations de police à faire extrêmement attention à ce que des mesures ne soient pas prises contrairement à Montego Bay, parce qu'on sait que dans ce cas-là, d'autres États côtiers pourraient s'attaquer à nos propres flottes et ne pas respecter le droit de l'État du pavillon. Mais effectivement, cette belle règle a été pervertie en partie par les... Alors, on parle de pavillon de complaisance, mais moi, je n'hésite pas à aller un petit peu plus loin. Je vais parler d'État de complaisance. Donc, vous avez bien compris que si un État accorde son pavillon à un navire et lui donne donc des possibilités de bénéficier des droits, et dont l'État va bénéficier de droits, de licences et autres de paiement de droits, cet État du pavillon a néanmoins des devoirs, et ces devoirs, comme on l'a vu, c'est de surveiller les activités des navires de sa nationalité. Donc le navire, à partir du moment où il a un pavillon, il reste toujours attaché à son État. Donc cet État du pavillon doit veiller à la sécurité maritime du navire. Or, de nombreux États pavillonneurs montrent de graves déficiences face à cette obligation-là. Et c'est là le cœur de la difficulté pour Montego Bay. Ces États qui accordent généreusement leur pavillon vont en réalité manquer de moyens, donc une administration maritime faible, insuffisamment performante, peu de fonctionnaires, mal formés. On a aussi le désengagement de certains États dans le contrôle des normes internationales. Et c'est cette situation-là qui a généré effectivement la situation des difficultés qu'on a rencontrées dans Montego Bay avec ces fameux navires de complaisance. Et donc, n'oublions pas, il ne peut pas exister de pavillon de complaisance s'il n'y a pas des États complaisants. Si on regarde le beau dispositif du Mémorandum de Paris, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cette convention, lors de sa 52e session, ce Mémorandum de Paris, qui assure le contrôle des navires au titre de l'État du port, a dressé la liste de classement des pavillons. Sur les 73 pavillons et les 53 000 inspections, le Mémorandum de Paris dresse la liste des bons élèves. Alors sur la liste blanche, on a 41 États, dont Malte et la Chypre qui l'ont intégré. Et on peut noter que la France est le pavillon au monde le plus sûr. Donc il fallait saluer le résultat remarquable de la Direction générale des affaires maritimes représentée par Vincent de Namur. Donc un travail remarquable qui est fait à ces titres-là. Mais bien sûr, la contrepartie, c'est qu'on a peu de navires sous pavillon français parce qu'effectivement, les normes sont importantes. On va trouver de nombreux autres États européens, heureusement, dans cette liste blanche, mais aussi, par exemple, des États comme Panama et le Libéria qui ont fait d'énormes efforts ces dernières années. On a la liste des moyens, c'est la liste grise avec 18 États, dont la Suisse et les États-Unis, qui voisinent avec la Libye et l'Iran, ou Saint-Vincent et Grenadines. Et la liste des cancres, ce qui est la liste noire, avec 14 pavillons, pour l'Europe, l'Albanie, l'Ukraine et la Moldavie, et les 3 pires pavillons, et on le sait par exemple lorsqu'on a des navires qui font du trafic de drogue et autres, et bien souvent on va les retrouver avec ces États-là, Comores, Togo, Congo. Ces 3 derniers États ayant les navires les plus dangereux d'après le Mémorandum de Paris. Donc c'est cette mauvaise interprétation Montego Bay qui a entraîné des conséquences dramatiques en mer avec des navires dangereux pour l'environnement et la sécurité maritime.
Si on reprend la liste de toutes les catastrophes, je ne vais pas le faire par manque de temps, vous apercevrez que très souvent, on est en présence d'un État qui n'a pas rempli ses obligations de sécurité maritime et qui n'a vu que le côté avantageux de la situation sans mettre en œuvre ses obligations. Mais, et je conclus là-dessus, il n'y a pas de fatalité dans ce sujet. Et c'est là où, effectivement, on va essayer de trouver des solutions. Vous l'avez compris que l'absence de lien substantiel entre le navire et le pavillon est une véritable dérive de Montego Bay. Mais que, fort heureusement, c'est loin d'être le cas de tous les États. Et donc cette situation remet en cause le bon équilibre de Montego Bay entre les intérêts des États maritimes et les intérêts des États côtiers. Et ce qu'on peut souligner aussi, c'est qu'il y a eu finalement une véritable complaisance de la communauté internationale sur cette situation de libéralisme maritime. Les solutions, il faut absolument revenir sur la notion de lien substantiel. Donc si la France veut travailler sur ce sujet, il doit rappeler qu'un État peut donner son pavillon à un navire à condition qu'il y ait un lien substantiel. D'autre part, les États ont trouvé la bonne solution. J'ai vécu, après l'accident de l'Erika du Prestige, la Commission européenne qui crée une liste noire de navires, et ces navires-là, 66 navires, 14 pays, tous ces navires ne vont plus avoir accès ni aux eaux territoriales, ni aux ports, et on va effectivement les chasser de nos eaux européennes. Malheureusement, ils partent dans d'autres eaux. Il faut renforcer les mesures liées au mémorandum de Paris qui fonctionnent relativement bien. Et c'est pour ça qu'il est important que les centres de sécurité des navires aient des moyens, je dirais, conséquents pour que la France fasse ses contrôles. Et de ce point de vue-là, par négligence des États du pavillon, les États du port ont pris le pas, d'une certaine manière, sur l'État du pavillon. Mais attention, effectivement, petite dérive, si la France a une politique rigoureuse dans ses propres ports, il peut y avoir une sorte de dumping entre États européens dans d'autres ports, du Nord par exemple, qui ne feront pas toujours tous les contrôles auxquels on pourrait s'attendre. Et enfin, peut-être dernière solution, et ça n'a jamais été fait à ma connaissance, il existe un système de responsabilité internationale des États. Il faudrait sans doute aller plus loin en mettant en cause la responsabilité des États complaisants en cas d'accident ou de non-exécution de ses obligations internationales. Car oui, un État a bien une responsabilité internationale. Et si les États sont les seuls sujets des traités, leur responsabilité peut être invoquée par un autre État ou un groupe d'États. Et dans le domaine du droit international, on pourrait très bien imaginer qu'un État voit sa responsabilité mise en cause pour violation des obligations de droit international. L'État, dans ce cas-là, l'État victime notifierait sa plainte à l'État auteur du manquement. Et le différend peut être réglé, et ça les diplomates le connaissent parfaitement, soit par la voie diplomatique, soit par la voie contentieuse ou par la voie juridictionnelle. La voie juridictionnelle, c'est la Cour internationale de justice, mais pour reboucler et pour terminer sur Montego Bay, on a une très belle institution internationale qui s'appelle le Tribunal international du droit de la mer. Et donc, on pourrait imaginer qu'un jour, la France ou un autre État qui, lui, remplit ses obligations, face à un navire qui se casse dans ses eaux par mauvais suivi de son État, que cet État fasse un recours devant le Tribunal international du droit de la mer, qui se reconnaîtrait, je dirais, compétent pour régler le litige entre l'État du pavillon et l'État côtier pour contrôle insuffisant de l'État du pavillon. Ça n'a jamais été fait, c'est peut-être dommage, mais ça permettrait de responsabiliser les États. Et là, je pense qu'effectivement, on est plus sur une question de volonté des États souverains que de dysfonctionnement de la Convention de Montego Bay, qui a répondu à tous les besoins qui étaient les nôtres jusqu'à maintenant. Alors je vous rassure, d'abord merci Thierry, je vous rassure, Sandrine ne part pas parce qu'elle est vexée de ce petit procès qui vient d'être fait aux diplomates dans l'avenir, mais simplement parce qu'elle a un train à prendre pour justement aller défendre les positions françaises aux Pays-Bas. Très bien, je me tourne vers les organisateurs. Est-ce qu'on a le temps pour les questions ou je suis puni ? 5 minutes. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Je vois un monsieur là-bas au milieu, si quelqu'un peut lui apporter un micro.
C'est difficile d'interrompre nos orateurs qui étaient pris par leur sujet et j'ai l'impression, enfin c'est une opinion très personnelle, qu'ils nous ont apporté beaucoup. Et l'intervention de Thierry montre ça avec tous ces exemples concrets et cette perspective d'avenir. Monsieur ? Jacques Géraud, préfet de région honoraire. D'abord, merci pour les interventions qui étaient très remarquables. J'ai une première question concernant l'exposé de Monsieur l'ambassadeur de France en Jamaïque. Quand vous nous dites la position de la France sur son refus d'exploiter les fonds marins, moi j'avoue que j'étais étudiant à une époque et ensuite au cabinet d'un ministère des Outre-mer où on nous disait que la grande chance de la France était de disposer d'une zone, la seconde du monde, et qu'elle pourrait ainsi exploiter des nodules polymétalliques lorsque le temps viendrait. N'est-ce pas se tirer non pas des balles dans le pied mais dans la tempe que d'y renoncer par avance, un petit peu d'ailleurs comme on l'a fait sur notre sol pour le refus même d'explorer des gaz de schiste. Donc une position qui est quasiment suicidaire. Deuxièmement, je travaillais jusqu'à il n'y a pas longtemps comme conseiller du groupe CMA-CGM. Le groupe CMA-CGM dispose d'une flotte de 600 navires, dont 29 seulement sont sous pavillon français, non pas parce que le groupe CMA-CGM ne souhaite pas placer des navires sous pavillon français, mais tout simplement parce que ce n'est pas possible dans la mesure où nous ne disposons pas d'un nombre d'officiers polyvalents et monovalents suffisant. Donc là, il y a un vrai sujet de divorce, je dirais, entre le droit et l'économie. 29 navires sur 600. Donc il y a ce qu'on appelle le concept de flotte contrôlée qui est retenu comme armateur de France, comme permettant d'ailleurs à l'avenir de requérir des navires lorsque la situation du pays serait grave, guerre ou même commerciale. Donc voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire en sorte de faire évoluer le droit par rapport à Montego Bay qui quand même date? Merci. Très bien. D'abord, Olivier, depuis la Jamaïque. On se doutait que ce serait, sinon la première, en tout cas une des premières questions. Je suppose que tu es prêt à répondre. Serge, merci Monsieur le Préfet pour votre question. Si j'osais, je vous dirais que c'est une très bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Effectivement, vous l'évoquez, dans les fonds marins résident des minéraux en très grande quantité, en très grande concentration, qui pourraient être utiles pour la transition écologique. C'est un des aspects. L'autre aspect, l'aspect environnemental et protection de l'environnement. Cette décision a été prise par le président de la République et qui a axé sa décision sur les questions de protection de l'environnement. Je crois qu'en fin de colloque sera présent l'ambassadeur pour les océans, Olivier Poivre d'Arvor, et je pense que lui, il pourra vous répondre extrêmement précisément à cette question. Moi, je me fais le porteur de la position française, et donc la position française, c'est que nous considérons aujourd'hui que les incertitudes sur l'environnement sont trop grandes et qu'il est aujourd'hui préférable d'interdire cette exploitation. Merci, monsieur. Merci, Olivier. J'espère que quelqu'un aura le courage de poser la question à l'autre Olivier, Poivre d'Arvor, cette fois, pour répondre à cela. Alors, Montego Bay et les équipages, est-ce que le lien est si direct que ça? Alors, peut-être juste revenir sur la première question et justement parler de mon expérience. De 83 à aujourd'hui, l'évolution qu'on a vue, la tendance de Montego Bay, c'est toujours plus vers de protection de l'environnement. Et d'ailleurs, si je regarde la création de la zone économique en Méditerranée, elle a glissé progressivement d'une zone de protection écologique qui permettait effectivement d'assurer une protection dans l'environnement, pour finalement aboutir à une zone économique exclusive, non pas pour l'exploitation de la Méditerranée, mais plutôt pour assurer une protection, de la pêche, dont la police aujourd'hui relève beaucoup de la biodiversité. Et donc aujourd'hui, effectivement, si on refaisait Montego Bay, je pense que c'est peut-être pas la notion de zone économique, mais on parlerait peut-être de zone environnementale, parce que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que toutes nos aires marines protégées et autres recouvrent des zones économiques complètes
Et la dimension économique est de moins en moins forte, mais on s'aperçoit qu'il y a une dimension biodiversité fondamentale. Effectivement, on a véritablement changé, on a changé d'époque. En ce qui concerne effectivement la question sur CEMA-CGM, c'est vrai que il y a cette notion de lien substantiel, donc l'importance d'avoir des marins qui sont de la même nationalité que le pavillon. Mais là, on voit qu'effectivement, la notion de souveraineté, d'une flotte souveraine, d'une flotte française, c'est véritablement un tout et qui va de l'armement de ces équipages à ceux qui en détiennent les intérêts et qui va jusqu'au régime fiscal et social. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit penser globalement et qui est véritablement interministériel. Et ce qu'on peut souhaiter, effectivement, c'est que le travail dynamique est fait dans le domaine de l'École nationale marine marchande permette d'avoir de nouveaux officiers qui permettent d'armer les navires, parce que ce besoin de souveraineté d'un État est extrêmement important. Avoir une flotte, je dirais, que le gouvernement peut maîtriser est fondamental, et les conflits récents montrent l'importance de la souveraineté dans beaucoup de domaines. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on doit s'arrêter là, non? Ou il y a encore une question là-bas? Je dirais simplement, pour parler de Montego Bay et des équipages, Montego Bay n'interdit rien en la matière. Donc on peut travailler sur la question. Si un État comme la France a la volonté de le faire, rien dans Montego Bay ne lui interdit de travailler là-dessus et de faire des propositions aux organisations internationales. Monsieur, par là, oui, pardon. Excusez-moi. Direction nationale garde côte des douanes. Ma question porte sur l'existence du lien substantiel. La voix arrive. Merci. Donc Yannick Pisani, de la Direction nationale garde-côte des douanes. Ma question porterait sur la possibilité éventuelle de remettre en cause la réalité d'un lien substantiel à l'occasion d'une enquête pénale notamment, qui permettrait à l'État côtier de faire reconnaître sa juridiction sur une collision ou une pollution en zone économique exclusive. C'est très intéressant, parce qu'effectivement, je pense que dans un cadre de contentieux international, on pourrait effectivement démontrer qu'un État n'a pas véritablement un lien substantiel avec le navire dont il a accordé le pavillon. Là, j'avais pris des notes, effectivement. Il y a une très bonne définition qui est donnée par le professeur Lucchini et qui a été donnée à l'occasion du colloque de Toulon de 1991, et qui rappelle qu'effectivement, l'immatriculation faite au navire, pour qu'il y ait véritablement un lien substantiel, il faut que ce navire appartienne bien à des intérêts de l'État et qu'il soit contrôlé effectivement par l'État. Il faut que l'équipage soit constitué par des nationaux. Il faut que le navire n'échappe pas au contrôle de l'État. Et il faut que le navire aille parfois dans les ports de l'État dont il bat le pavillon. Donc il y a des conditions qui sont données par la doctrine sur effectivement le lien substantiel. Et c'est vrai ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur Serge Segura, c'est qu'en fait c'est chaque État qui va définir la nationalité du navire. C'est un peu ça la difficulté, c'est que Montego Bay ne donne pas effectivement la définition de ce qu'est ce fameux lien substantiel, mais il va ressortir de la législation de chaque État. Mais on peut quand même considérer qu'en termes de contentieux, on pourrait démontrer que certains États n'ont aucun lien substantiel avec des navires et qu'il s'agit véritablement d'une complaisance. Surtout dans des cas comme ceux qui sont sur la liste noire que tu as mentionné tout à l'heure. Bien, nous sommes désolés de ne pas pouvoir continuer ce jeu de questions-réponses. Je voudrais qu'on remercie les intervenants, et en particulier Olivier depuis la Jamaïque. Merci.